Le déroulé de ce webinaire, donc il est assez dense, mais on va vous présenter quand même pas mal de choses. On va vous présenter une première partie sur l'aspect sobriété Quick Win, ensuite une partie sur la performance des équipements et de l'enveloppe, et enfin avec Atlanson, sur la production d'énergie solaire en entreprise. Donc Alizé, on va se présenter. Alizé, c'est une association qui a une trentaine d'années, qui est sur deux départements, le Maine-et-Loire et la Loire-Atlantique. On est à peu près 70 salariés et on travaille essentiellement sur la sensibilisation à la maîtrise de l'énergie, autant sur le particulier avec des espaces France Rénov, mais aussi avec les professionnels de la rénovation, maîtres d'œuvre, architectes, agents immobiliers, et sur le petit tertiaire privé. Voilà, donc bonjour à toutes et à tous. Donc moi, c'est Margot Schulz. Je suis chef de projet rénovation et réhabilitation pour l'association NovaBuild. Donc NovaBuild, c'est le centre de ressources sur la construction durable en Pays de la Loire. On compte à ce jour un peu plus de 450 adhérents qui sont tous engagés sur les questions liées au dérèglement climatique. Et nous, du coup, au sein de NovaBuild, on va travailler les axes atténuation, donc limitation des émissions de carbone, adaptation face au changement climatique, préservation des ressources et de la biodiversité. Et puis depuis cette année, on a mis en place un accompagnement pour les assujettis au décret tertiaire. Bon. Bonjour à tous, donc, je m'appelle Michael Thomas, je suis délégué général adjoint de l'association Atlanson. Donc Atlanson, on est présent depuis 2012 en Pays de la Loire et depuis 3 ans également en région Bretagne. On compte à peu près 240 membres adhérents qui sont pour la grande majorité des entreprises de la filière, donc de la filière solaire qui sont basées en Pays de la Loire et en Bretagne. Mais on a aussi un certain nombre de collectivités, syndicats d'énergie, des centres de formation, les consulaires, par exemple de partenaires, toutes ces personnes morales vous œuvrer pour le développement du solaire thermique et photovoltaïque. On est 8 salariés aujourd'hui. Nos objectifs, développer la part d'énergie solaire dans le mix énergétique de nos régions et puis renforcer la filière solaire au sein du Grand Ouest pour aider nos entreprises. On a une feuille de route autour de 4 grands axes. La promotion du solaire, un peu comme on fait aujourd'hui autour de ce webinaire à destination des entreprises du territoire. Le savoir-faire, notamment de nos adhérents, un centre de ressources que l'on met à disposition de porteurs de projets ou des adhérents, et le solaire de demain pour parler des nouvelles technologies et puis surtout des nouveaux modèles économiques qui arrivent. On est financé en grande partie majoritairement par des fonds publics, les conseils régionaux Bretagne Pays de la Loire, l'ADEME et l'Union européenne. Voilà, on s'est présenté. Maintenant, on aimerait un peu savoir un peu le profil de votre profil. Donc, on va vous faire un petit sondage. Alors, sur la surface des locaux, on a quand même une majorité une bonne moitié de petites entreprises en dessous de 1000 m². On a quand même une quinzaine d'entreprises donc supérieures à 1000 m². Au niveau des activités, c'est assez réparti aussi. On a des entreprises qui sont dans le commerce, le transport, pas mal d'entreprises plutôt dans le service, l'immobilier aussi, la construction, l'industrie, il y a vraiment un peu de tout. La bonne moitié des entreprises là, sont localisées sur Nantes Métropole. Et, sinon, dans la région, il n'y a que 4 entreprises qui sont hors région Pays de la Loire. Et avez-vous des projets solaires? Il y a 9 entreprises qui ont répondu oui et 17 en réflexion. Donc oui, pareil, 2 tiers, soit oui, soit en réflexion. Trouvez-vous que vos locaux sont confortables été comme hiver? Alors là, donc c'était là donner une réponse entre 0 et 10. On a pas mal d'entreprises qui ont répondu à la moitié, entre 5 et 7. On a deux entreprises qui ont répondu 10. Donc c'est intéressant, il doit y avoir des locaux assez performants. Pensez-vous que l'amélioration du confort de vos locaux passe notamment par la mise en place de systèmes plus performants? Sur cette question, il y a 4 entreprises qui ont répondu oui et quasiment 90% des gens ont répondu c'est un axe d'amélioration, mais pensent qu'il y en a d'autres. Et sur l'amélioration énergétique de vos locaux, est-elle choisie ou subie? 3/4 des entreprises ont répondu choisie. Et donc seulement un quart plutôt subi.
Donc, voilà, j'arrête le partage du sondage. Donc, en fait, on va essayer de répondre justement à l'ensemble des entreprises hein, et de leur, comment dire, qu'elles soient petites ou grandes entreprises. Hein, on essaiera de répondre à leurs questions et le webinaire est aussi dédié donc à tout type d'entreprise. Donc, on va essayer d'être assez dense et assez concis. Voilà. Je veux bien que tu remettes repliques sur le PDF. Alors, du coup, en introduction, on va vous refaire un petit point sur les enjeux liés à la rénovation énergétique des bâtiments. Donc, le premier enjeu, hein, il est avant tout environnemental. En fait, comme vous le savez, l'État français il s'est engagé à réduire ses émissions de carbone dans le but de limiter le dérèglement climatique en dessous de la barre des 2 degrés. Et pour cela, du coup, il s'est fixé une feuille de route qu'on appelle la stratégie nationale bas carbone. Et cette stratégie nationale bas carbone, elle vise à atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Donc, en gros, il faut qu'il y ait autant d'émissions de carbone que de puits de carbone. Pour vous donner un peu une image de ce que ça peut représenter, aujourd'hui, un Français, en moyenne, il émet l'équivalent de 9 tonnes de CO2 par an, à peu près. Et du coup, pour atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050, il va falloir réduire drastiquement nos émissions de carbone et diviser par 4 ces émissions. Et en 2050, on devra atteindre les 2 tonnes d'équivalent carbone par an. Donc, ce que vous pouvez faire, si vous voulez savoir votre empreinte carbone, vous pouvez aller sur le site de l'État Nos Gestes Climat pour avoir une première idée. C'est aussi intéressant pour les entreprises de réaliser leur bilan carbone pour avoir un peu plus d'idées de ce qu'on émet comme carbone. Tu repasses sur le PDF. Ouais, il y a un problème, mais je n'envoie pas les slides. Ah, mince. Petit souci technique. Ouais. On avait 2 minutes d'avance. Parfait. Ah, c'est bon, ok. C'est bon? Ouais, Du coup, si on regarde par rapport à ces 9 tonnes de CO2 qu'émettent en moyenne un Français par an, il y a un quart qui est lié au secteur du bâtiment. Et le secteur du bâtiment, ça représente près de 50% des consommations d'énergie également. Et du coup, c'est un levier important pour réduire nos émissions de carbone. Et c'est un des secteurs dans lequel, en fait, ça va être le plus facile de réduire nos émissions de carbone. Donc, il va falloir dans ce secteur-là agir plus fortement et plus rapidement et donc réduire par 7 nos émissions de carbone dans le bâtiment. Donc, si on regarde un peu après la part du tertiaire dans le secteur du bâtiment, ça représente un quart du poids carbone du bâtiment. À l'échelle des Pays de la Loire, le tertiaire, ça représente à peu près 6% des émissions de carbone. Et sur Nantes Métropole, on double et là, on passe plutôt autour de 14%. Donc, c'est des chiffres, histoire de vous donner quelques ordres de grandeur. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, quand on regarde en fait les différents leviers pour réduire les émissions de carbone dans le tertiaire, il y a différents axes, comme par exemple réemployer et recycler les matériaux de construction, réduire l'impact des fluides frigorigènes, choisir des matériaux de construction et des équipements bas carbone. Mais on voit que le levier principal, le plus important, qui représente 3 quarts de l'effort, ça va être vraiment de réduire ses consommations d'énergie et choisir des énergies moins carbonées. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que l'État a décidé de faire? Donc, l'État s'est fixé 3 grandes stratégies pour le secteur du bâtiment. La première stratégie, ça va être d'éviter de construire. Là, il y a la réglementation sur le ZAN, le zéro artificialisation nette. Si vraiment on est obligé de construire du neuf, là, il y a une nouvelle réglementation qui s'appelle la RE 2020, la réglementation environnementale, qui remplace la réglementation thermique 2012. Mais l'axe prioritaire, majoritaire, ça va être vraiment de rénover le parc existant. Donc là, il y a des nouvelles réglementations pour le logement, mais également pour tout le secteur tertiaire, notamment avec l'entrée en vigueur l'année dernière du décret tertiaire. Ce décret tertiaire, il concerne tous les locataires et propriétaires qui ont des bâtiments dont le cumul des surfaces tertiaires fait plus de 1000 m² à l'échelle de l'unité foncière. C'est important à rappeler. Et du coup, les objectifs, ça va être de réduire drastiquement ces consommations d'énergie pour atteindre moins 60% en 2050, avec un premier palier à atteindre en 2030 de moins 40% par rapport à une situation de référence.
En parallèle de ce décret tertiaire, il y a aussi le décret BAX qui oblige à installer une GTB, une gestion technique du bâtiment. On va y revenir tout à l'heure. Et puis, des nouvelles réglementations aussi qui concernent le solaire, la végétalisation des toitures et des parkings. On y reviendra également. Ce qu'on peut noter aussi dans les enjeux liés à la rénovation, vous savez bien, le coût de l'énergie a beaucoup augmenté et ça impacte grandement les entreprises. Et du coup, il va être important de réduire ses consommations énergétiques pour être moins dépendant justement au coût de l'énergie. Après, si on regarde donc la part du tertiaire en Pays de la Loire, quand la part de la répartition des usages énergétiques dans le tertiaire en Pays de la Loire, on se rend compte que plus de 60% en fait, des consommations d'énergie sont liées à des usages climatiques, c'est-à-dire le chauffage, le rafraîchissement et l'eau chaude sanitaire. Ce qu'on peut voir aussi là, c'est qu'il y a une part très importante aussi qui est liée à la consommation d'électricité spécifique, donc les 27%. Et cette part, elle augmente. L'électricité spécifique, c'est tout ce qui va être éclairage, informatique, numérique, en gros, tout ce qui est branché à une prise électrique. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on a différents leviers qu'il faut penser selon le schéma en fait négawatt, sobriété, efficacité, renouvelable. Donc, dans un premier temps, on va mener des actions de sobriété, c'est-à-dire optimiser l'exploitation des équipements, les réglages, la maintenance, etc. On va adapter les locaux à un usage économe en énergie et inciter les occupants à adopter un comportement éco-responsable. Donc là, c'est la mise en place des éco-gestes. On va voir ça avec Sylvain juste après. Après, on va être dans une phase plutôt liée à l'efficacité, donc améliorer la performance énergétique du bâtiment et de l'enveloppe. Et puis enfin, installer des équipements performants. Et après, aller vers plus de renouvelables, donc notamment la production d'énergie solaire en entreprise. Si on regarde ça un peu sur une échelle de temps à court, moyen et long terme, donc il y a ces éco-gestes qui sont à mettre en place tout de suite, qui nécessitent peu d'investissement et qui sont à renouveler régulièrement. Il y a aussi un aspect important qui va être la rationalisation des espaces. Et puis tout de suite, vous pouvez commencer à réaliser des études pour pouvoir engager des travaux sur l'enveloppe, l'éclairage. Une fois que vous aurez fait ces travaux sur l'enveloppe, il faut penser aussi à améliorer ces systèmes de chauffage et enfin installer des énergies renouvelables. Donc c'est important dans un premier temps d'avoir une bonne connaissance de l'existant, de mettre en place un suivi des consommations énergétiques et puis de faire un audit thermique. Je passe la main à Sylvain. Oui. Alors, on va commencer par la partie, donc le premier axe qui est la partie sobriété. Pour ça, je vais vous faire une petite enquête. Donc, selon vous, en fait, quelle est la part réalisable d'économie d'énergie qu'on peut faire avec ce qu'on appelle les quick wins ou les éco-gestes et la maintenance? Donc, il y a des tranches d'économie possibles. Donc, je vous laisse un petit peu de temps pour répondre et réfléchir au potentiel que. 30 secondes. Alors, les résultats. Hop, je mets fin au sondage et je vous partage les résultats. Donc, quelle est la part d'économie réalisable par les quick wins 2% ont répondu moins de 5%. 18% des entreprises ont répondu entre 5 et 10. 27% entre 10 et 15. 29% entre... C'est assez réparti, hein, les réponses. Entre 15 et 20. Et 18% entre 20 et 50. Et il y a quand même quelques personnes qui pensent que c'est largement plus que 50%. Voilà. J'arrête le partage du sondage. En moyenne, donc juste, tiens, si tu peux revenir sur le. Donc en moyenne, en fait, c'est 10 à 15% d'économies qui sont réalisables avec ce qu'on appelle les quick wins, mais aussi l'entretien du matériel. La maintenance fait aussi partie de ces pratiques. Et en fait, d'abord, qu'est-ce qu'il faut faire en place pour vraiment identifier ces besoins et vraiment identifier les éco-gestes réalisables, c'est mettre en place déjà un suivi de consommation.
ce qu'on mettait sur la slide précédente. En fait, ces suivis de consommation va vous permettre déjà d'identifier les économies potentielles, donc réalisables. Respecter la réglementation, comme on a parlé avec le décret Bax aussi, et qu'on reparlera après. Il y a aussi une amélioration de l'image de marque et de la réduction de l'empreinte carbone. Pour cela, pour les suivis de consommation, il existe une norme qui peut être pertinente à regarder, qui est la norme 50001. Il y a aussi la notion de réalisation d'audit énergétique ou de prédiagnostic qu'on vous présentera en fin de webinaire, qui est réalisable aussi sur la métropole nantaise. Et une analyse des postes de consommation qui peut être réalisée soit par la mise en place de régulation, de mise en place de GTB, de gestion technique du bâtiment. Qu'est-ce que la maintenance préventive aussi? Mettre en place un plan de maintenance préventive, ce qui permet d'optimiser la consommation des équipements, de prolonger leur durée de vie, donc d'éviter aussi le remplacement trop tôt et de limiter les déchets. Cette maintenance, ça peut se faire, on le fait souvent sur la climatisation, mais on l'oublie aussi de le faire sur la ventilation, par exemple. Une ventilation qui est mal entretenue, elle peut consommer jusqu'à 10% de plus, sachant qu'une ventilation marche vraiment en permanence. Donc, ça peut être aussi des gains d'énergie qui peuvent être importants. Sur le pack informatique aussi, sur les imprimantes, les ordinateurs, et aussi tout appareil, outillage d'équipement présent dans une entreprise. Un autre cas une autre partie dans les quick wins qui peut être intéressant, et c'est par rapport à un constat. On se rend compte que sur les zones d'activité, la part du bâti est vraiment très faible, hein. Elle représente 15 à 20% des espaces, alors que le stationnement représente au moins 50%, de 40 à 60% des espaces. Et les espaces verts, on prend le reste autour de 30%. Donc, qu'est-ce qui peut être intéressant aussi? Une réflexion peut être intéressante sur la mutualisation des espaces, soit par rapport à des notions d'horaires qui peuvent être élargies, sur l'hybridation des espaces, c'est-à-dire utiliser les espaces pour différents usages, ou mutualiser les espaces pour plusieurs personnes. Voilà, ça peut être des choses qui peuvent être intéressantes. Et récemment, il y a une étude qui est sortie sur la partie sur la part du télétravail. Et quand le télétravail est mis en place soit le vendredi ou le lundi, il y a un impact de plus de 30% d'économie qui est fait sur le bâti. L'impact qui est fait sur la partie logement est relativement faible parce qu'elle ne dépasse pas 7%, elle est entre 3,5 et 7%. Donc, ça peut être aussi une bonne gestion du télétravail, peut être aussi un levier d'économie d'énergie. Et puis ensuite, il reste tous les éco-gestes. Alors là, je vous les liste très rapidement, mais les éco-gestes, vous en avez pour en mettre au niveau du numérique avec soit optimiser les moteurs de recherche, soit par rapport aux mails aussi, l'envoi de mails lourds, plutôt envoyer des liens, éteindre l'éveil. Ça, c'est des choses, voilà, c'est des choses qu'on a beaucoup appris cet hiver, l'hiver dernier avec le plan sobriété nationale. Mais c'est aussi respecter les consignes de climatisation et de chauffage. Quand vous décalez de 1, quand vous mettez votre thermostat de 3, vous le passez à 4, vous augmentez de 7% vos consommations d'énergie. Donc, ou purger les réseaux d'eau, ça peut être aussi intéressant parce qu'il y a des boues qui sont installées dans les radiateurs et qui détériorent la qualité du chauffage. Et bien sûr, tout ce qui est maintenance des appareils, nettoyage des bouches et des moteurs de VMC et de la maintenance préventive des climatisations et des chaudières. Et sur l'éclairage, c'est la même chose. Donc, la génération d'huile de LED se fait facilement, mais c'est aussi prévoir la LED, l'extinction des éclairages la nuit, favoriser la lumière extérieure et les lampes de bureau. Ça c'est aussi très pertinent. Et sur l'eau, la mise en place donc, de ce qu'on appelle les systèmes hydroéconomes qui sont appelés aussi les mousseurs. La temporisation des prestos, donc ça se temporise et ça permet aussi de faire des économies d'eau. Et l'isolation des ballons d'eau chaude et des conduits. En fait, ce qui est important sur la notion d'éco-geste, c'est que c'est l'affaire de tous. En fait, c'est pas un chef d'entreprise ou un responsable RSE qui va pouvoir mettre en place. C'est vraiment l'affaire de tous, et vraiment de toutes les personnes de l'entreprise. Et ça se fait, comme on le montrait aussi sur la frise, que ça se fait dans la durée. Donc, c'est vraiment l'affaire de tous et de chacun. Merci.
Donc, dans cette deuxième partie, on va voir un peu comment on peut améliorer la performance énergétique de l'enveloppe. Donc déjà, l'enveloppe, c'est vraiment l'interface entre l'espace intérieur et l'espace extérieur. C'est ce qui va vous protéger en fait des variations de température liées au climat extérieur. Donc si on veut prendre un peu une image, c'est comme si l'enveloppe, c'était une baignoire. Donc elle détermine en fait un volume chauffé. Et donc si votre bâtiment est très récent, ça ressemble plutôt à ça. Mais si vous avez un bâtiment qui a déjà quelques années, voire plus, bah potentiellement, ça ressemble plutôt à ça. Donc, une baignoire avec plein de fuites, plein de déperditions énergétiques. Du coup, vous êtes obligé d'installer un robinet pour chauffer en continu cet espace intérieur. Et donc, plus vous aurez de fuites, plus vous allez devoir augmenter le débit de ce robinet. Donc après, si on regarde un peu concrètement dans le bâtiment, enfin, d'où viennent ces fuites. Donc, on a des fuites qui sont liées aux parois horizontales, notamment la toiture, qui peuvent représenter jusqu'à 30% des déperditions énergétiques. On a aussi toutes les parois verticales, donc les murs et les fenêtres, qui là aussi peuvent représenter 30 à 40% des déperditions énergétiques. On a les parois horizontales aussi au sol qui peuvent représenter jusqu'à 10%. Les ponts thermiques qui sont aussi non négligeables. Et il y a une partie qui est liée aussi au renouvellement d'air. Donc le renouvellement d'air, il est obligatoire pour éliminer l'air vicié à l'intérieur du bâtiment. Mais dans cette partie des déperditions énergétiques, il n'y a pas seulement le renouvellement de l'air vicié, il y a aussi tout ce qui va être lié au défaut d'étanchéité à l'air du bâtiment, donc toutes les fuites d'air qu'on ne veut pas avoir. Donc ça, c'est des ordres de grandeur un peu représentatifs, mais ça dépend vraiment du bâtiment dans lequel vous êtes. Par exemple, on voit souvent des bâtiments de bureaux qui sont très, très vitrés. Dans ce cas, les déperditions liées aux menuiseries seront beaucoup plus importantes. D'où l'importance, en fait, de réaliser un audit thermique qui va vraiment montrer les déperditions de votre bâtiment. Donc, après, dans le confort thermique à l'intérieur du bâti, il n'y a pas seulement la température ambiante, en fait, qu'il faut prendre en compte. Il y a aussi, par exemple, l'humidité de l'air. Donc, plus l'air va être humide, plus on va avoir une sensation de froid. Il y a aussi notamment la vitesse de l'air. Donc là, par exemple, si vous avez beaucoup de dépôts d'étanchéité à l'air sur votre bâtiment, l'air intérieur va circuler plus rapidement et ça peut aussi créer de la confort. Il y a bien sûr l'activité et l'habillement. Si vous êtes toute la journée donc en petite chemise avec un costard devant un ordinateur sans bouger, bah, c'est pareil, vous aurez plus froid. Et il y a un autre paramètre qui est très important aussi à prendre en compte, c'est la température moyenne des parois. Donc, pourquoi? En fait, une paroi froide va générer une sensation d'inconfort. Et par exemple, si on a une paroi qui est isolée, la température de la paroi est à 18 degrés à peu près. Là, si on a un air ambiant à 20 degrés, on va avoir une température ressentie de 19 degrés. Par contre, si la paroi n'est pas isolée, si elle est à 13 degrés, pour avoir une température ressentie de 18 degrés, là, il va falloir chauffer l'air ambiant à 24 degrés. Donc, ces parois rayonnent vraiment du froid quand elles ne sont pas isolées. Donc, la nécessité va être d'isoler vos parois. Donc, les parois, comme on a dit, horizontales, les parois verticales. Pensez à remplacer aussi les menuiseries, parce que les menuiseries sont plus déperditives qu'une paroi opaque. On va chercher à supprimer les ponts thermiques et rendre étanche à l'air le bâtiment. Donc, dans les solutions d'isolation, on en a différentes. Il y a tout d'abord l'isolation thermique par l'intérieur. Ça va être un avantage, par exemple, pour des locaux qui sont occupés de façon intermittente. Donc, on a un besoin ponctuel en chaleur. Voilà. Ça permet aussi de conserver l'aspect extérieur de la façade. Par contre, en termes d'inconvénients, on va avoir une perte de chaleur, une diminution du confort d'été parce que le local, il y aura moins d'inertie à l'intérieur du bâtiment. Ça réduit aussi la surface utile, c'est plus difficile de le mettre en œuvre en site occupé. Et bien sûr, ça ne règle pas le problème des ponts thermiques. Donc, les ponts thermiques, en fait, c'est les déperditions de chaleur qui se font au niveau de la jonction entre les parois verticales et les planchers, par exemple, ou entre le mur et la toiture.
Par exemple, on peut le voir sur cette image, hein, sur le pignon, on voit à droite du pignon, la partie bleue, c'est une partie qui est isolée donc, par l'intérieur. Et on voit qu'il y a quand même beaucoup de déperditions qui sont au niveau des dalles, donc qui sont les ponts thermiques. Donc pour ça, l'avantage, ça va être vraiment d'isoler par l'extérieur. Donc on a plusieurs solutions là aussi. Soit on va mettre en œuvre des panneaux qu'on va agrafer ou coller directement sur la maçonnerie. Là, l'avantage aussi de l'isolation par l'extérieur, c'est de conserver de l'inertie à l'intérieur du bâtiment. L'inertie, ça permet de lisser un peu les variations de température à l'intérieur réduire les ponts thermiques, etc. Il y a une autre solution qui est possible aussi en isolation par l'extérieur, c'est l'isolation par FOB rapporté, donc c'est les façades à ossature bois. En fait, là, c'est des panneaux de bois qui sont préfabriqués en atelier. On peut y intégrer directement l'isolant et également aussi de nouvelles menuiseries plus performantes. Et après, tout est monté assez rapidement sur chantier. Donc, bien sûr, dans un projet d'isolation, de rénovation de bâtiments, on va chercher à utiliser davantage des matériaux qui sont biosourcés pour des raisons environnementales, parce que ce sont des matériaux locaux, naturels et renouvelables. Et aussi parce qu'ils ont des très bonnes propriétés en matière de confort d'été. Et c'est vraiment un point sur lequel il faut s'attarder parce qu'avec le dérèglement climatique, on va avoir quand même des épisodes de chaleur de plus en plus intenses et fréquents. Et puis aussi, il y a tout l'intérêt de s'attarder sur les matériaux géosourcés comme la pierre, par exemple, ou la terre crue. La terre crue, ça peut être vraiment intéressant parce que ça rapporte de l'inertie à l'intérieur du bâtiment. On peut l'utiliser notamment pour réaliser des cloisons chauffantes. Et du coup, ça va venir stocker la chaleur et la diffuser lentement sur une surface, donc de façon répartie. Et ça améliore beaucoup aussi le confort thermique à l'intérieur du bâtiment. Autre solution, si vous avez des parois froides, vous pouvez aussi utiliser des matériaux à faible effusivité. Donc là, par exemple, c'est tout ce qui va être le bois, par exemple. Parce que le bois, ça va pas stocker la chaleur et ça va rapidement se réchauffer. Ce qui est important aussi dans un projet de rénovation, c'est de réfléchir aux surfaces vitrées. Là, par exemple, on a l'exemple de la société LMC qui a revisité entièrement sa façade et qui a créé du coup de plus grandes ouvertures, notamment pour avoir plus de lumière naturelle et plus d'apport de chaleur liés au soleil. Donc, c'est des apports passifs qui sont gratuits. Donc voilà, un projet de rénovation, ça peut aussi permettre d'améliorer l'attractivité de l'entreprise, améliorer l'image de l'entreprise. Par contre, effectivement, là, on voit qu'on a des bâtiments qui sont très grands il va falloir quand même avoir une réflexion importante sur le confort d'été et sur les protections solaires. Parce que si cette façade est au sud, là, en été, ça va générer beaucoup d'inconfort. Et notamment sur les zones d'activité, comme on peut voir, toutes les zones rouges, c'est des îlots de chaleur. En fait, sur ces zones, en moyenne, il fait 7 degrés de plus par rapport aux températures sur le territoire. Et on voit que ça correspond directement en fait aux zones d'activité. Pourquoi? Parce que sur ces zones-là, on est sur des espaces où il y a des revêtements bitumineux partout, noirs, qui viennent stocker la chaleur et du coup qui ne permettent pas de rafraîchir ces espaces-là l'hiver. Donc du coup, quand on fait un projet de rénovation, vraiment mettez l'accent sur les protections solaires, notamment au sud et à l'ouest. Je ne détaille pas plus parce qu'on a fait un webinaire en juin, donc vous avez aussi tout le PDF. C'est important aussi de désimperméabiliser et de renaturer les abords du bâtiment. Donc, il faut avoir une vision un peu globale de tout ça. Et enfin, juste pour vous montrer un petit exemple, là, c'est l'exemple de KTR France qui a rénové son bâtiment. Donc, à gauche, on voit l'existant, à droite, le projet une fois réalisé. Ce bâtiment, il se passe de clim. Ils ont mis en place des dispositifs aussi de protection solaire, notamment avec des casquettes solaires, des brises soleil orientables. Mais ils ont aussi eu une réflexion justement à l'échelle du site, à l'échelle de la parcelle. Ils ont notamment renaturé, désimperméabilisé le parking et utilisé notamment des graviers issus du recyclage et plein d'autres choses. Je vous
invite aussi à suivre le lien pour en savoir plus sur ce projet. Et puis, je repasse tout de suite la main à Sylvain. D'accord. Donc, une fois qu'on a isolé son bâtiment, l'important, il est aussi de choisir ces équipements en production d'énergie moins performants, moins carbonés, pardon. Oula. Et en fait, qu'est-ce qui est important? En fait, c'est vraiment, une fois qu'on a isolé, vaut mieux d'abord isoler pour pouvoir mieux dimensionner ces équipements de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de chauffage, et de ventilation aussi. Parce que ça permet, sinon, si vous commencez par changer vos équipements, ils vont être surdimensionnés une fois que vous serez parti dans une optique d'isolation. Et ce qui risque en fait aussi de les détériorer. Un exemple tout simple, hein, une pompe à chaleur, si elle est dimensionnée avant l'isolation, elle va être, une fois que vous aurez isolé, elle va s'allumer, s'éteindre, et en fait, elle va très vite se détériorer. Alors, qu'est-ce qu'il y en a comme système qui est aussi performant, qui est intéressant? Parce qu'une fois qu'on a isolé, ce qu'il faut pas oublier, c'est aussi de ventiler. La ventilation permet aussi justement de renouveler, parce comme on confine le bâtiment, une fois que le bâtiment est isolé, on l'a confiné, il faut renouveler l'air vissé et faire entrer de l'air neuf. Donc pour ça, il y a trois solutions, hein. Il y a alors, il y a la ventilation naturelle qui peut être réalisable, mais essentiellement, c'est de la ventilation simple flux, où là, on va aller chercher de l'air extérieur et on va aller rejeter l'air vissé avec un moteur. Il y a la double flux qui va récupérer les calories de l'air vissé pour réchauffer l'air entrant, ce qui permet un apport énergétique non négligeable. Et enfin, les CTA qui sont des plus grosses stations avec des centrales de traitement d'air. Ce qui est important aussi, ce qui peut être pertinent, vu le temps d'occupation des locaux, c'est mettre de la modulation de débit d'air. C'est-à-dire, en fait, que par rapport au taux d'occupation, alors ça peut être par détection de CO2 ou par détection de présence, le débit d'air sont plus ou moins peuvent varier. Ce qui permet de faire quand même jusqu'à 20 à 30% d'économie sur certains cas de bureaux, dans des salles de réunion, par exemple, ou dans des choses comme ça. Au niveau du chauffage, c'est vrai qu'il faut aller idéalement vers un mode de chauffage décarboné, et puis bien avoir cet aspect du coût de l'énergie. Là, je vous présente l'Argus de l'énergie. En fait, c'est le coût de l'énergie pour 1 kilowatt de chauffage. Et on se rend compte que, alors ça, c'est de novembre 2023, donc c'est les dernières valeurs. Et on se rend compte que l'électricité devient vraiment une énergie qui devient de plus en plus chère, hein. C'est même la plus chère, à presque 28 centimes du kilowatt. Alors que la géothermie ou des systèmes de chauffage, on va dire, plus vertueux et traitant avec des énergies renouvelables, le bois, la géothermie ou même les packs sont quand même beaucoup plus moins énergivores en termes et moins coûteuses. Pour le refroidissement, c'est la même chose. La climatisation est souvent mise en place, mais il y a d'autres cas qui existent. Il y a d'autres possibilités, hein, comme la géothermie, qui peut être aussi un système qui peut permettre de refroidir, de chauffer et de refroidir ces bâtiments. Les puits canadiens, quand on a la possibilité, qui permet de refroidir l'air extérieur par transfert thermique du sol et de la projeter dans son bâtiment, ou par le rafraîchissement diabatique. Pour cela, il faut que tout cela soit aussi piloté pour optimiser ces modes de chauffage, de ventilation, de climatisation. Il faut que ce soit piloté par des automates, d'où l'intérêt de mettre en place une gestion technique du bâtiment. Le décret BAX, comme on en a parlé tout à l'heure, est un décret qui est applicable et qui est depuis 2023 et qui met des obligations d'installation de GTB performantes pour les bâtiments tertiaires. Et à partir de 2027, donc c'est demain, ça sera pour les bâtiments supérieurs à des puissances de chauffage, de climatisation et de ventilation supérieures à 70 kWh.
70 kWh, ça peut représenter des bâtiments qui sont en dessous de 1000 mètres carrés, donc c'est pas forcément lié au décret écotertiaire, mais 700 mètres carrés, ça peut être aussi des bâtiments de bureaux ou de. Voilà. Donc, comme je le disais, ce qui est intéressant, c'est de privilégier les énergies renouvelables. Donc, il y a la biomasse, la géothermie, la méthanisation, le réseau de chaleur, le solaire thermique ou la récupération de chaleur fatale pour la partie industrielle. Et pour ça, c'est aidé par le fonds chaleur de l'ADEME. Et on a la chance, surtout à Nantes, sur Nantes Métropole, d'avoir un contrat chaleur renouvelable territorial. En fait, Nantes Métropole est le relais du fonds chaleur sur le territoire. Donc, je vous ai mis les contacts donc, du responsable de Jonathan Lefebvre, si vous avez des questions là-dessus, et Or sur la Loire-Atlantique, donc de Pierre Le Gall. Et en fait, dans le métropole, il y a un accompagnement à l'étude et à la faisabilité avec une autre opportunité, et puis des travaux qui sont financés par un barème forfaitaire, donc pour de la géothermie, du solaire ou du bois énergie. Donc c'est vraiment intéressant et il y a aussi un seuil d'éligibilité qui est supprimé en termes de taille de projet pour le fonds chaleur sur notre métropole. Donc tout type d'entreprise peut avoir cet accompagnement. Et je passe la main donc à Michael qui va nous présenter le solaire. Merci beaucoup. Donc j'espère que vous avez écouté attentivement à mes partenaires d'Alizé et de Novabuild, puisque ces logiques de sobriété, de performance énergétique du bâtiment, elles sont très très importantes. Déjà de les avoir ces réflexions en amont et les actions qui vont avec, les footprints ont été évoqués aussi. L'objet est évidemment de bien travailler sur ces sujets-là pour ensuite, ou en même temps, en tout cas, si vous en avez toute la capacité, de réfléchir au dimensionnement finalement d'une production solaire, photovoltaïque ou thermique. Finalement, les consommations d'énergie, vous allez la connaître une fois que vous aurez réalisé tous les éléments qu'on a évoqués juste avant, et ça va vous permettre de dimensionner au mieux la centrale éventuelle que vous allez pouvoir mener. J'ai une dizaine de minutes pour vous parler de la production solaire, donc évidemment, on va aller quand même assez vite. L'idée, c'est surtout de vous apporter, alors déjà, des éléments de réglementation, qu'on le veuille ou non, on y est forcément aussi poussé, au-delà de l'intérêt pour notre planète, on est forcément aujourd'hui poussé, mais aussi de vous montrer un peu les opportunités qui peuvent aller aussi dans ce sens-là et les différentes tendances qui vont avec. Donc les solutions solaires, aujourd'hui, de quoi on parle? Finalement, on a la chance d'avoir une énergie quasiment inépuisable, ou en tout cas encore pendant plusieurs centaines de millions d'années, voire milliards d'années, qui est le rayonnement solaire, versus finalement les énergies fossiles qu'on va affronter allègrement depuis quelques décennies, centaines d'années. Donc c'est vraiment l'intérêt d'aller chercher cette ressource quasi inépuisable à travers deux technologies différentes qui vont aussi être liées à deux usages différents. La première, c'est le solaire thermique. Sylvain vient de l'évoquer, notamment à travers le fonds chaleur. Hein. L'objet pour le solaire thermique devient un capteur hein, qui ressemble aussi à un panneau, vous pouvez le voir sur le schéma de la photo à droite, de venir capter l'énergie solaire et par un système d'échangeur, de venir chauffer principalement de l'eau pour venir remplir des usages d'eau chaude sanitaire et de chauffage également. Ça va s'adresser quand même à des typologies d'entreprises assez particulières quand même qui vont avoir des besoins très forts en eau chaude sanitaire et en chauffage. Là, ça va concerner un peu tout le monde aussi, mais avec une saisonnalité différente. On ne va pas forcément rentrer dans le détail du solaire thermique. Là, ce n'était pas l'objet de ma présentation aujourd'hui. En tout cas, si vous avez besoin de parler de ces sujets-là, n'hésitez pas à contacter Atlanson. On a une personne dédiée qui peut vous apporter quelques premiers éléments de réflexion dans le cadre de votre projet. Et puis, effectivement, ensuite, après, sur les différents territoires, des personnes dédiées qui peuvent vous accompagner plus finement, en particulier dans le cadre du fonds chaleur. On va parler plus facilement du solaire thermique aujourd'hui, un peu plus dans le détail, c'est un peu plus connu, mais l'objectif là ici n'est pas de créer de la chaleur, mais de l'électricité en allant capter ce rayonnement, en passant justement par un onduleur qui va rétablir le bon courant alternatif pour soit le consommer à l'intérieur du logement ou à l'intérieur du bâtiment en tout cas, ou de le remettre sur le réseau, ou un petit peu des deux. Et c'est bien la logique qu'on va évoquer juste après. On va évoquer après la réglementation. Vous ayez en tête que ces deux usages, enfin en tout cas ces deux technologies, sont des solutions quand on parle de solarisation du bâtiment.
que ce soit l'une ou l'autre, ou l'une et l'autre, peut permettre de remplir les obligations de solarisation qu'on va évoquer. Donc là, c'est l'idée de vous donner un aperçu aujourd'hui de quoi on parle quand on parle de solaire photovoltaïque. Évidemment, en toiture, et c'est peut-être plus objectif là, dans le cadre des entreprises que vous menez aujourd'hui, des entreprises que vous êtes. Donc on va venir mettre principalement sur imposition sur la toiture. Aujourd'hui, dans la très grande majorité des cas, on a évidemment le photovoltaïque n'assure pas l'étanchéité, même si c'est possible. Mais aujourd'hui, la tendance, elle est plutôt sur qu'on va appeler la surimposition. On va venir s'accrocher sur les tuiles, éventuellement les ardoises ou sur les bacs aciers, par exemple. Donc, pour que vous ayez une idée, 5 mètres carrés de module, ça représente environ 1 kW crête installé et va vous produire 1 mégawattheure par an. Les ombrières aussi font partie des développements d'usage assez importants aujourd'hui et qui vont vous concerner, notamment à travers les obligations de solarisation de parking. Donc là aussi, 15 mètres carrés pour une place de parking, va représenter à peu près 3 kW installés. Voilà. Les centrales au sol, on ne va pas en parler aujourd'hui, c'est pas l'objet. Vous avez aussi des centrales flottantes, par exemple, c'est pas plus ce qui va nous animer aujourd'hui, des panneaux légers, voilà, plusieurs technologies qui existent aujourd'hui. Et je vous ai mis une deuxième slide aussi là, plutôt qui vont s'adresser par exemple à des particuliers ou des plus petites entreprises, des trackers par exemple qui vont vous permettre de suivre le rayonnement, le cours du soleil et vous permettre d'optimiser votre consommation et un certain nombre de possibilités plus en phase avec vos besoins. Je ne vais pas rentrer forcément dans le détail des réglementations en lien avec la transition énergétique. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça ne tombe pas comme ça du jour au lendemain, depuis pas mal d'années déjà, que ce soit par le prisme du bâtiment, et c'est ce qu'évoquait notamment Margot tout à l'heure, ou par le prisme du développement des énergies renouvelables en substitution du fossile. On a un panel de réglementation donc depuis plusieurs années qui se développe pour venir petit à petit rentrer obliger un peu notamment les entreprises à pouvoir prendre en compte le développement des énergies renouvelables sur les bâtiments à travers plusieurs éléments. Donc là, plus dernièrement, on parlait de la loi d'accélération des énergies renouvelables. Je vais rentrer un tout petit peu plus dans le détail maintenant, sur la partie notamment des obligations de solarisation. En particulier, depuis un petit moment, dans le cadre du décret tertiaire, notamment sur les bâtiments neufs. Mais il faut avoir en tête aussi que petit à petit, ce sont les bâtiments existants qui vont rentrer aussi, qui vont rentrer en compte. Donc, à savoir que, voilà, aujourd'hui, sur les bâtiments neufs et en rénovation lourde, d'ores et déjà depuis donc, juillet 2023, il y a une obligation d'équiper au minimum 30% d'énergie renouvelable ou de toiture digitalisée. Mais là, moi, c'est pas mon propos aujourd'hui, mais évidemment, vous pouvez aussi opter pour cette solution de toiture digitalisée. Et petit à petit, au fur et à mesure des années, pour ces bâtiments neufs et rénovation lourde, de devoir prendre en compte jusqu'à 50% de la toiture qui devra comprendre des énergies renouvelables. Sur la partie donc des bureaux, hein, vous le voyez inscrit devant vous, le panel de bâtiments concernés. Hein, on est quasiment sur la quasi-totalité des bâtiments à usage tertiaire. Donc à noter que pour les bâtiments existants, à partir de janvier 2028, pour ceux qui font plus de 500 mètres carrés, il y aura une obligation à minima d'étudier la solarisation. Je dis ça parce qu'on est toujours en attente des décrets et notamment des dérogations possibles. L'objet est évidemment pas de chercher à déroger, mais tous les bâtiments ne pourront pas être équipés. Je pense des fois sur des réglementations, comment dire, des contraintes techniques, financières ou parfois liées au patrimoine. On ne va pas forcément rentrer dans le détail des bâtiments de France, des architectes des bâtiments de France, mais ça pose quelques problématiques parfois entre la protection du patrimoine et puis le développement des énergies renouvelables. On va avoir une logique aussi un petit peu identique sur les aires de stationnement, les parkings. Donc là aussi, pour les bâtiments qui sont soumis dans la slide précédente, ils ont l'obligation d'étudier là aussi la solarisation des parkings, donc qui va se faire via principalement des ombrières, hein, que j'évoquais juste avant. Et donc pour les nouveaux parkings, au-delà de 500 mètres carrés, donc là, la réglementation, la loi climat résilience en parlait déjà, mais la loi d'accélération des énergies renouvelables le reconfirme et le remet en place depuis déjà juillet 2023. L'obligation, là aussi, de prendre en compte jusqu'à 50% d'énergie renouvelable sur la surface de ces parkings. Et à partir de juillet 2026, c'est les parkings qui sont existants au-delà de 10 000 m². Alors,
plutôt de l'ordre des centres commerciaux, par exemple. Et en juillet 2028, c'est les parkings existants au-delà de 1500 mètres carrés qui seront soumis à ces obligations. Donc évidemment, ça, c'est des obligations. L'objet est de regarder finalement quel est, au-delà de l'obligation, quel est l'intérêt aujourd'hui de faire du solaire. Là, pour que vous ayez en tête un petit peu aussi les temps du photovoltaïque et peut-être qu'on casse quelques idées reçues qui sont parfois données. Et aussi pour vous dire que l'objet est plutôt d'être dans une logique de valorisation de votre patrimoine, hein, quand on parle notamment de mettre du solaire photovoltaïque sur votre toit. La durée de vie d'un module, donc on va dire grosso modo d'une centrale au sens large, va aller aujourd'hui au-delà de 30 ans. C'est des choses qu'on mesure d'ores et déjà, avec une baisse de rendement qui va être très faible. Alors qu'on a à côté une durée de contrat d'achat d'électricité qui va être fixée de 20 ans. J'y reviendrai sur les slides suivantes par rapport à l'obligation d'achat de l'État sur ces notions-là. Le retour sur investissement, donc si vous-même vous financez votre centrale, on va être sur des retours sur investissement de l'ordre de 10 à 15 ans en fonction des technologies que vous allez utiliser, de l'autoconsommation éventuelle que vous allez réaliser. Mais on voit bien que tout cela est couvert par la durée de vie du module. Et les notions de temps de retour carbone, hein, le temps de retour carbone, c'est le temps nécessaire justement à récupérer le carbone qui a été émis lors de la fabrication et le transport des panneaux solaires. Donc là, il est plutôt de l'ordre de 3 à 5-6 ans, là aussi en fonction des technologies utilisées. Et le temps de retour énergétique, c'est l'énergie qui a été consommée pour produire et transporter le panneau. Et là, on est sur un temps de retour énergétique de 1 à 2 ans. Donc, au bout de 1 à 2 ans, on produit plus d'énergie qu'on en a consommé pour faire le produit. Donc, ça, parce que des fois, je me permets de le mettre, puisque parfois, c'est des choses qui sont parfois un peu décriées en disant oui, est-ce que ça vaut le coup? Voilà, ça permet d'avoir des ordres de grandeur pour faire les bons choix. Les modèles d'injection. Alors oui, peut-être que ma slide s'est pas mise à jour, ce que j'avais mis quand je vous en parle là, je le découvre. Donc l'autoconsommation au plein boom. Donc je reviens rapidement sur le modèle d'injection et le modèle, on va dire financier. Aujourd'hui, ce qu'on va appeler ce que l'État a mis en place en fonction d'aide, de mécanismes de soutien, qu'on va appeler, va être justement de mettre en place un tarif sur 20 ans négocié. Donc, soit vous allez pouvoir le faire en injection totale, c'est-à-dire que vous ne consommez pas ou peu et vous allez, pour un tarif un peu plus intéressant, vendre la totalité. Mais aujourd'hui, quand on regarde plutôt sur le schéma de droite, depuis quelques années, le législateur pousse et met en place un système donc d'arrêté tarifaire, de contrat, qui va vous permettre de développer l'autoconsommation, qui est aujourd'hui beaucoup plus intéressante. Vous l'avez bien vu depuis l'année dernière notamment, mais on a d'à côté une hausse de prix, une volatilité du marché qui est très importante. Et l'objet, il est évidemment de pouvoir pallier à ça. Donc, vous avez la possibilité aujourd'hui de pouvoir vendre, d'autoconsommer vous-même ce que vous produisez et de le revendre sur un tarif négocié, enfin sur un tarif précis avec l'État, de revendre votre surplus. Au milieu de ça, on en parlera juste après, vous avez aussi la possibilité d'avoir une logique d'autoconsommation collective. Alors, c'est des schémas qui sont un peu plus récents, mais qui se mettent en place depuis quelques années et qui s'expérimentent. La possibilité aussi de vendre à vos voisins, et ça, que vous fassiez ça en injection totale ou en vente de surplus, vous avez cette possibilité-là de le faire. Je rentre un petit peu plus dans la logique de la valorisation de l'énergie. Donc, normalement, il y a une animation là, mais qui ne peut pas se mettre en place. Il faut regarder en bas, hein, autoconsommation, premier étage de la fusée. Vous allez réaliser des économies substantielles, hein, parce qu'on va comparer le coût de production de votre centrale rapport à un coût de la fourniture, l'électron en tant que tel, mais surtout et aussi le coût du réseau d'acheminement et la fiscalité qui va avec. On ne rentre pas dans le détail d'une facture électrique aujourd'hui, d'une facture d'énergie, mais on est quand même sur une grosse partie de la facture qui va être liée notamment à l'abonnement, au coût du réseau et la fiscalité, et ça vous permet de vous exempter de ça. Donc là, vous avez une marge intéressante. Ensuite, deuxième étage qui est évidemment optionnel, et je vous l'évoquais, vous avez la possibilité de vendre en local, voilà, des voisins. On parle ici d'une marge qui va être plus intermédiaire, qui va être variable, mais qui est tout à fait possible. Et la dernière, je vous l'évoquais, vous avez toujours la possibilité, dernier étage de la fusée, de vendre à l'État les éléments, tout ce qui va être en surplus, et pour une marge qui va être plus minimale, mais qui va être garantie sur 20 ans. Je voulais vous parler du tiers investissement aujourd'hui. Si vous n'avez pas la capacité vous-même
de pouvoir investir dans une centrale photovoltaïque. Il y a des professionnels notamment qui sont là, qui vont pouvoir, eux, financer, développer, exploiter la centrale pour votre compte. En échange, si vous mettez à disposition de votre foncier, vous bénéficiez d'une contrepartie. Donc, elle va être soit numéraire, entre guillemets, en euros, à travers, par exemple, soit un loyer annuel ou un loyer en une fois, ou elle peut aussi être en nature, soit le financement d'un bâtiment neuf ou de la rénovation du bâtiment. On parle là ici de centrales qui vont être supérieures à 100 kW crête, on parle de 600 mètres carrés, hein, pour vous donner un ordre de grandeur, qui vont intéresser les entreprises pour le tiers financement. Et on a même aujourd'hui, c'est tout récent, enfin, ça commence à se mettre en place petit à petit, des modèles de tiers investissement avec autoconsommation possible pour l'entité morale qui met à disposition sa toiture. Donc là, on n'a plus de contrepartie numéraire ou en nature, mais un contrat d'électricité favorisé sur un temps négocié. Si vous avez par hasard des centrales qui sont plutôt inférieures à 100 kW crête, là, on sera plutôt vers des initiatives citoyennes, comme par exemple le COVAT. N'hésitez pas à revenir aussi vers Alizé qui accompagne ce type de structure aujourd'hui, ou l'association Récit. J'en ai quasiment terminé parce que le temps passe vite. Là, vous trouverez ici un exemple, hein, justement, sur la métropole à Savorac-Couéron, sur le site de la Fraterne, qui est un restaurant avec une installation d'un peu moins de 36 kW crête, qui a été financée par la SAS COVAT, qui est portée par des collectifs de citoyens. Donc, c'est pour vous montrer que ce sont des schémas et des modèles qui existent et qui fonctionnent. Là, on est sur une revente totale opérée par la SAS COVAT et un loyer donné au gérant du restaurant de la Fraterne. Vous aurez les slides aussi à la suite, mais voilà, pour résumer un petit peu les questions à vous poser pour l'opportunité de poser du photovoltaïque sur votre bâtiment, l'orientation de la toiture, la structure, la charpente, est-ce qu'elle est bien adaptée aussi, puisqu'elle peut changer le modèle économique si vous avez des changements structurants à faire. Et puis, bien vous poser la question de la valorisation de l'énergie. Est-ce que vous consommez vous-même? Est-ce que vous voulez vendre? Est-ce que vous pouvez faire un petit peu des deux? Et la même logique dans l'investissement. Pour choisir un modèle d'affaires, évidemment, vous posez ces questions-là et vous rapprochez de professionnels, de faire des devis, de vous faire accompagner justement pour pouvoir vous permettre de faire les bons choix éclairés. Je vous ai mis dans la slide quelques liens ressources qui vont vous permettre d'y comprendre un petit peu plus, de voir un peu plus clair sur les tarifs d'achat que j'ai évoqués tout à l'heure et comprendre l'indexation et être mis en relation, si vous le souhaitez, avec différents professionnels d'Atlanson, des bureaux d'études, des développeurs, des installateurs qui vont vous accompagner dans votre projet. J'en ai fini pour ma part. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, évidemment. Après, les questions, on les posera. Il y a beaucoup de questions, donc alors je vais aller très vite. Et puis, enfin, c'est surtout important, c'est parce qu'on a parlé de la rénovation, on a parlé des énergies renouvelables et tout ça. Et comment on peut être aidé financièrement et les dispositifs d'accompagnement de la métropole. Alors là, c'est une slide qui présente un peu les différentes aides financières que peuvent avoir les entreprises. Donc, on a parlé du fonds chaleur de l'ADEME et de Nantes Métropole, donc ils sont sur les énergies, le changement de système de chaleur à énergie renouvelable. Mais il y a jusqu'à fin 2024 le crédit d'impôt à la rénovation énergétique pour les TPE, PME qui peut, sur certains postes de travaux d'isolation, chauffage, ventilation, GTB, financer à 30% les travaux en montant hors taxe plafonnés à 25 000 euros. Il y a les primes C2E, les certificats d'économie d'énergie, qui aussi peuvent vraiment être pertinentes sur certaines fiches, C2E, avec des coûts de plus chauffage pour certains. Donc ça se fait avant signature des devis, la prime C2E, ça c'est vraiment important. Après, il y a aussi les prêts de la banque de la BPI qui peuvent aussi être assez pertinents parce que dans le certain cadre, dans le prêt économie d'énergie, pardon, c'est un prêt qui ne demande pas de garantie bancaire. Après, pour des prêts plus importants, il y a une relation avec la banque qui est mise en place. Et ensuite, sur certaines communes de la métropole, il y a le fonds de tourisme durable pour les établissements, les hébergeurs touristiques, restaurants et hôtels.
Et enfin, voilà, alors là, c'est pour en dehors de la métropole, il y a le PLCA qui sont pour les commerces de petits villages, de petites villes. Pour vous accompagner dans ce dispositif et vraiment identifier les aides financières potentielles que vous pouvez avoir et identifier vos projets et mieux structurer vos projets et identifier aussi les sources d'énergie, d'économie d'énergie réalisables, la métropole a mis en place un accompagnement avec Alizé Innovabuild. Donc, il y a deux accompagnements. Il y a un accompagnement pour les entreprises de moins de 1000 mètres carrés avec une permanence téléphonique. Donc, vous avez le numéro de téléphone, le 02 85 29 16 44 ou une boîte mail conseil-nm@petit-tertiaire.fr. Donc là, c'est un mail et une plateforme téléphonique qui peut répondre à des questions, on va dire, de premier niveau. Et on fait aussi de la visite sur site. C'est une visite qui dure à peu près 1 heure et demie, 2 heures. Donc c'est moi. Donc là, il y a mon contact hein, et mon numéro de téléphone si vous êtes intéressé. Et là, on fait une visite avec des appareils de mesure, anémomètre, prise de température, mesure de CO2, on mesure les vitrages, on identifie les potentielles économies d'énergie réalisables, on peut travailler sur les éco-gestes, on peut travailler aussi sur votre facture d'énergie. On vous associe les aides financières mobilisables. On peut aussi être précurseur un peu sur la faisabilité d'un projet solaire, mais on renvoie essentiellement après sur Atlanson et on vous fait un rapport de préconisation. Pour les plus de 1000 mètres carrés, donc il y a Margot aussi qui peut vous accompagner, que je vais vous présenter. Oui, alors, donc nous, on va accompagner donc, les plus de 1000 mètres carrés. C'est du coup tous ceux qui sont assujettis au décret tertiaire. Ce qu'on va faire, c'est on a mis en place des ateliers de sensibilisation, pardon. On a aussi une série de webinaires en parallèle de celle-ci. On va vous aider si vous avez des blocages sur la plateforme Opéra pour réaliser vos déclarations. On peut aussi vous aider. Et puis après, il y a un accompagnement plus individuel en fonction de votre profil et de votre projet. Donc là, on va faire plutôt du coaching énergétique. Donc, c'est des rendez-vous en visio, voilà, pour faire le point sur votre situation, sur les aides, etc. Et puis, le cas échéant, on peut aussi vous mettre en relation avec des professionnels de notre réseau pour vous accompagner dans votre projet. Et ensuite, il y a aussi des animations territoriales qui sont organisées par la métropole. Donc, qui seront mises en place aussi en lien avec les développeurs économiques. On a donc amélioré l'attractivité de son bâti et du bien-être de ses occupants. C'est en fait comment valoriser son patrimoine et comprendre et s'inspirer sur la rénovation énergétique. Et devenir acteur de sa rénovation, et c'est bâtir son plan d'action individuel et collectif, qui est un jeu de cartes. Là, on a un petit on a les cartes qui sont à côté, qui permettent d'identifier un plan d'action, mais vraiment plus global, avec une conception un peu RSE de la rénovation énergétique, où on va mettre en place un plan d'action à court, moyen et long terme. Et on a aussi des ateliers participatifs, des ateliers qui sont sous forme d'ateliers d'1 heure avec la notion d'éco-geste qu'on peut faire soit en entreprise, soit au sein de la collectivité. Savoir lire sa facture énergétique qui peut être un outil de performance et de suivi. Ce qu'on disait aussi, la suivi des consommations, ça c'est un atelier qu'on le fait aussi à destination des plus petites entreprises, commerçants et petites structures. Et on fait des balades thermiques aussi organisées avec les développeurs économiques. Donc la première sera sur la zone Nantes Est dans le 30, 30 novembre. Donc sur la zone Nantes Est avec un rallye RSE, ce sera le premier rallye RSE de Nantes Métropole. Donc voilà nos contacts. Donc merci. Puis on va pouvoir répondre aux questions. Alors il y a énormément de questions. On va peut-être pas forcément répondre à toutes ou tous, à voir, mais on va en faire un maximum. Ça marche. Donc oui, effectivement, on a eu beaucoup de questions. Je vais essayer de les prendre à peu près dans l'ordre. Et voilà, si on n'a pas le temps de répondre à tout, il y aura une réponse par mail après. Voilà. On a une première question sur l'audit énergétique. Qui peut faire cet audit et combien ça coûte à peu près Eh ben, les audits énergétiques ils vont être réalisés par des bureaux d'études thermiques.
Et le prix, ça varie en fonction aussi de la taille de votre entreprise. Si on, je ne sais pas si tu peux donner vraiment des ordres de grandeur, mais il faut compter à peu près dans les 3 000 euros. Ça dépend vraiment en fonction aussi de votre bâtiment. Mais c'est vraiment un ordre de grandeur. Voilà. Et puis, si besoin, vous pouvez nous contacter. Nous, on a des listes aussi de bureaux d'études thermiques qui réalisent ces audits. Ok. On avait une question alors sur quelle solution on a en ventilation pour assurer l'étanchéité à l'air. Je suis pas sûre de bien comprendre la question, mais j'imagine que c'est le lien entre la ventilation du coup et l'étanchéité à l'air et justement les pertes d'énergie qu'on peut avoir via l'étanchéité à l'air. En fait, la ventilation, c'est un outil du bâtiment, mais pour répondre à la problématique d'étanchéité à l'air, c'est l'isolation qui va être le meilleur moyen d'éviter les déperditions par rapport aux fuites d'air. Et comme je disais, comme on confine après le bâtiment, la ventilation, elle, va pouvoir permettre d'améliorer la qualité de l'air intérieur sur le bâtiment. La qualité de l'air intérieur, il ne faut pas oublier que c'est quand même quelque chose qui est assez important. Ça représente quand même une mauvaise qualité d'air intérieur, représente à peu près 10% des arrêts de travail au bureau. Donc, Super. Et on avait une remarque sur le fait que souvent le retour sur investissement de l'isolation par l'extérieur peut être un peu long. Est-ce qu'on a des arguments qui peuvent un peu venir appuyer ça? C'est pas une question, c'est une remarque. oui, Je c'est une l'ai dit remarque. d'ailleurs, mais Ce qui peut être intéressant quand vous faites un audit thermique, c'est aussi d'avoir, en fait, à l'issue de l'audit thermique, vous allez avoir différents scénarios qui vous sont proposés et qui vont vous permettre justement de voir ces temps de retour sur investissement. Ce qui peut être intéressant aussi de demander au bureau d'études, c'est de faire un scénario du coût de l'inaction. Parce que des fois aussi, sur 30-50 ans, si on n'agit pas du tout, au final, les coûts liés aux déperditions énergétiques vont être aussi très importants. Donc, il faut avoir tous ces paramètres aussi. et la valorisation du bien, qui est très importante aussi, c'est que en fait, un bâtiment qui sera bien isolé aura une valeur foncière qui sera beaucoup plus importante. Donc aussi, ça rentre pas dans la notion de retour sur investissement direct sur la facture de chauffage, on le voit pas forcément, mais sur la valeur du bien, elle est quand même vraiment importante. alors on a eu pas mal de questions sur le photovoltaïque. Pour toi, Michael. Pouvez-vous faire un point sur l'assurance des panneaux photovoltaïques sur un bâtiment ou sur du parking? Ouais, alors, je vais en parler rapidement et faire un peu une réponse de Normand. C'est un sujet compliqué, qui est pas très simple aussi aujourd'hui, notamment sur la partie, comment dire, bâtiment. Je dis assurance parce que il y a deux thématiques dans les problématiques assurantielles en photovoltaïque. C'est l'assurance à la fois des professionnels, les RC Pro, et puis l'autre est sur le bâtiment en tant que tel. Donc je sais, voilà, il y a des problématiques aujourd'hui qui sont pas très simples, mais on cherche notamment à travers Atlassian à faire des passerelles entre les assureurs et les porteurs de projets. Justement, on monte là des groupes de travail qui se mettent en place à partir de début d'année prochaine sur l'assurantiel pour essayer de résoudre ces problématiques parce que voilà, il y a une forme de mécompréhension qui peut s'opérer parfois entre les assureurs et les professionnels et porteurs de projets sur les sujets du photovoltaïque, ouais, effectivement. Et on a eu deux questions sur la responsabilité entre locataires et propriétaires. Du coup, pour les bâtiments existants et la mise en conformité avec la loi ENR, qui est-ce qui va être responsable entre le propriétaire et le locataire? Pas dire de bêtises, mais j'ose à penser que c'est le propriétaire, le bailleur. Mais je sais pas quel est vraiment le périmètre de la question, mais En fait, c'est comme pour un peu le décret tertiaire, souvent des questions qui reviennent. C'est l'État ne dit pas qui doit faire quoi, donc c'est à vous de vous mettre d'accord entre locataires et propriétaires. Après, donc les locataires, ils vont plus facilement mettre en place tout ce qui va être éco-gestes, etc. Après, les propriétaires, eux, ils vont réaliser des investissements qui sont plus lourds, comme par exemple l'isolation par l'extérieur. Et après, sinon, il faut se référer aussi à votre bail. Dans les baux, il y a souvent aussi des précisions sur qui doit faire quoi.
Mais la première étape, c'est vraiment d'enclencher le dialogue aussi avec votre propriétaire pour mettre en place une stratégie globale de rénovation et d'action. Ouais. Et on avait la même question par rapport justement à la rénovation de l'enveloppe, mais ce sera la même réponse. Voilà. On a eu une question aussi, alors je pense que c'est toujours par rapport à la loi ENR, quand est-ce que le décret est paru pour l'application sur les bâtiments de plus de 500 mètres carrés et non plus 1000 mètres carrés? Je crois que si je me dis pas de bêtises, le décret tertiaire c'était 1000 mètres carrés et la loi ENR est allée encore un peu plus loin pour prendre en compte les 500 mètres carrés à l'horizon 2028. C'est donc c'est paru au mois de mars. Ok, mars 2023. Mars 2023 sur la loi d'accélération des énergies renouvelables. Il y a quelqu'un qui nous demande, dans le cas où on a une grande toiture et qu'on peut installer vraiment beaucoup de panneaux et faire vraiment une centrale, est-ce que c'est plus intéressant de revendre toute l'énergie à EDF? Donc ça, c'est forcément à étudier au cas par cas. C'est à étudier au cas par cas. Parce que la logique voudrait qu'aujourd'hui, en raison de la volatilité, notamment des prix, finalement, plus on va produire et éventuellement. Enfin, ma question n'est pas de dire qu'il faut forcément revendre à EDF. C'est vraiment du cas par cas de dire déjà qu'est-ce que je vais autoconsommer dans cette part-là et qu'est-ce que je vais pouvoir vendre éventuellement à mes voisins, par exemple, avant de dire je revends le total. Il faut vraiment regarder au cas par cas, puisque dans la logique d'autoconsommation, les tarifs sont indexés aussi en fonction des tailles de centrales. Il y a le prix à l'autoconsommation que je n'ai pas évoqué non plus, qui peut être pris en compte dans le calcul global, mais en fonction effectivement des tailles de centrales, ça va être plus ou moins intéressant d'autoconsommer ou éventuellement de vendre à ses voisins. Et dans d'autres cas, ça va être plus intéressant de revendre la totalité de la production à EDF, obligation d'achat, qui est missionnée par l'État sur cette problématique-là. Donc là, voilà, réponse aussi normand, à étudier au cas par cas, il n'y a pas de. Il n'y a pas une bonne réponse. Ça marche, merci. Bon, on a encore beaucoup de questions. Je ne suis pas sûre qu'on ait le temps de répondre à tout, mais toujours sur sur la loi ENR, est-ce qu'on maintient l'obligation si vraiment ça nécessite un changement structurel important, enfin une adaptation trop conséquente au niveau du bâtiment? Donc, c'est des éléments-là qui ne sont pas encore sortis, où on est en attente des décrets d'application, des décrets de dérogation, dans quelle mesure une solarisation n'est pas possible et donc une dérogation est envisageable. Ces détails-là sont à préciser dans des décrets en attente, pas mal de monde de la filière, vous pouvez l'imaginer. En espérant derrière que ça ne devienne pas une coquille vide non plus, c'est-à-dire qu'il y ait trop de possibilités de dérogation. Mais normalement, la logique, c'est-à-dire de technico-économie du projet est prise en compte aussi. Ça peut pas, il faut que ce soit pris en compte aussi dans la solarisation. C'est pour ça aussi, c'est que c'est important en fait au tout début du projet de bien faire le point d'un projet de rénovation, de bien faire le point sur l'ensemble de ses attentes, de ses besoins, de ce qui est possible de faire, parce que justement, des études structurelles, il faut les faire en amont. Il faut avoir vraiment tous les paramètres pour mener un projet de rénovation qui sera vraiment performant et exemplaire. Top, on prend encore une ou deux questions. Ouais. Question, allez. Une petite question pratique. Si on installe des panneaux photovoltaïques en toiture, par exemple, mais qu'à un moment, on a besoin d'agrandir le bâtiment et de créer un étage, est-ce qu'on peut démonter et remonter les panneaux? On va jamais poser la question comme ça. Sur le principe, c'est possible. Techniquement, c'est pas forcément une problématique, quoi. Oui, oui. Je pense qu'il y a plus d'intérêt, la surélevation des bâtiments en lien avec la loi ZAN est, je pense, suffisamment importante aussi. Bref, je pense que c'est quelque chose qui peut être pris en compte et réalisé éventuellement. Ouais. Et on a une question intéressante sur la GTB. Quelqu'un qui nous dit: nous sommes équipés d'une GTB, nous avons programmé l'arrêt de nos VMC de nos bâtiments en l'absence, quand il n'y a personne, donc week-end et nuit. Est-ce que c'est une bonne solution pour faire des économies d'énergie? Oui, alors c'est vrai. Quand les bâtiments sont pas occupés pendant, on va dire, plus de une journée, plus de 2 jours, c'est ce qu'on dit souvent. L'intérêt de couper la GTB, il n'y a pas d'air. La GTB ou la VMC?
La VMC, pardon, pas la GTB, oui. La VMC, parce qu'il n'y a pas d'air vissé particulier dans le bâtiment, en fait, hein, donc, il n'y a pas d'humidité liée à l'activité humaine. Donc, en fait, c'est pertinent et ça peut être quand même source d'économie d'énergie. On a encore une petite dizaine de questions, donc je pense que Ouais, voilà, alors, on vous va les aurez- noter, ces questions-là, on va les prendre et puis on vous répondra par mail avec donc le lien de la vidéo qu'on vous enverra et ainsi que les supports. Donc avec tous les contacts, hein, vous aurez tous les contacts à la fin du support, comme vous avez pu les voir, donc de Mickaël, d'Atlanson, de Margot, de Novabuild et de moi-même, donc pour Alizé, ainsi que tous les contacts des développeurs économiques de Nantes Métropole. Si vous avez vraiment des questions ils sont aussi là pour répondre à vos questions de développement, que ce soit de la rénovation ou d'autres thématiques. Je vous remercie d'avoir écouté ce webinaire. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans un autre atelier, j'espère.